Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Bruno Le Maire est à Abidjan, le ministre français de l'économie et des finances a échangé avec le président Alassane Ouattara ce lundi. Les deux hommes ont évoqué les grands projets d'infrastructure en cours dans le pays. Développement du secteur privé en Côte d'Ivoire, le gouvernement lance un guichet unique pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets. Un lancement à la primature en présence de nombreux acteurs du secteur. Et puis une flambée de prix va-t-elle s'inviter durant les fêtes de fin d'année? C'est l'inquiétude des Ivoiriens pour les rassurer et s'assurer du maintien des prix des denrées de base. Le CNLVC est sur le terrain, vous le verrez. Je vous le disais, le président Alassane Ouattara a reçu ce lundi le ministre français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire. Les deux hommes ont évoqué les grands projets d'infrastructure en cours dans le pays, notamment le métro d'Abidjan et l'extension de l'aéroport de Port-Bouët. Pierre Dipomella. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, reçu par le président Alassane Ouattara, est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la réalisation des grands projets d'infrastructure lancés à Abidjan, notamment le métro et le chantier d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. S'agissant du métro d'Abidjan, il a fait remarquer qu'il est l'un des plus gros projets du continent auquel la France attache un intérêt tout particulier. Le métro, c'est un des plus grands projets d'infrastructure du continent. C'est un projet ambitieux. C'est un projet social qui va bénéficier à des millions d'habitants d'Abidjan au quotidien et qui va améliorer la vie quotidienne de chacune et de chacun. Le projet d'aéroport est aussi un symbole. Pas simplement le symbole du lien fraternel entre la France et la Côte d'Ivoire, mais le symbole du succès de la Côte d'Ivoire. Sous l'autorité du président de la République Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire enregistre des succès économiques et des succès en termes de stabilité qui en font un modèle pour beaucoup d'autres pays. De la croissance, des emplois qui sont créés, des infrastructures nouvelles. Pour le ministre français, la Côte d'Ivoire est dans la bonne direction en matière de développement. Bruno Le Maire est aussi revenu sur la qualité des relations qui lient son pays, la France, à la Côte d'Ivoire depuis Félix Houphouët-Boigny. Le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie-Koné, et le Premier ministre Patrick Hachi ont pris part à la rencontre. À l'approche des fêtes de fin d'année, les prix des denrées alimentaires vont-ils augmenter sur les marchés? C'est l'inquiétude des Ivoiriens. Si les commerçants rassurent, la crainte d'une flambée de prix demeure. Comment l'éviter en cette période? Quelles dispositions ont été prises pour lutter contre la vie chère? Le reportage de Nadja Ejar et Kimo Eric. Faire ses achats au marché est une tâche devenue angoissante pour la population en raison de la hausse des prix des produits. Un sentiment que connaît cette cliente. À l'approche des fêtes, elle prévoit l'anticipation pour éviter les mauvaises surprises. Le marché est cher. Genre avant, tu peux venir avec une somme comme genre 2000, tu as payé ce que tu veux. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Je peux faire le marché d'ici le 24. Tout ce que, même les plumes, même, tu peux payer pour mettre au congélateur. Si quelque chose est 3 000, ça peut être à 4 000, 6 000. Et puis, ils ne vont pas diminuer. Les marges, tout, c'est la même chose. Ça ne va pas diminuer, ça va augmenter. Donc, si tu as l'argent, tu fais ton petit marché, tu mets à côté. Une stratégie qu'adopte une grande majorité des clients. Mais pour ce commerçant de volailles à Trècheville, nul besoin de s'inquiéter. Les produits agricoles seront bel et bien disponibles et à des prix abordables. On attend l'approche des fêtes pour faire venir les poulets. Il n'y a pas de problème. On aura abondamment les poulets pour les périodes des fêtes. Les plus souvent abordables, comme d'habitude. Bon, les pondeuses, on fait ça, on donne en gros à 3 500, on vend ça à 4 000. Les poulets de chair, on donne ça à 2 500, on vend à 3 000. Même écho chez ce vendeur de légumes. Actuellement, il y a bagage. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bagage. Mais quand on va à Djamé, on gagne ce qu'on veut. Et si ça devait augmenter, c'était dès le début. Dès le début, ça devait augmenter. Mais actuellement, la fête est déjà finie, puisqu'on a une semaine de la fête. Donc, ça ne peut plus devenir cher encore plus que ça. Un argument que défend ce grossiste de produits manufacturés, notamment l'huile qui revient peu à peu sur le marché. Il paraît que le gouvernement a pris quelques mesures. Voilà, donc pour le moment, vraiment, l'huile a commencé à revenir sur le marché. Chaque fois, le ministère du Commerce est sur le terrain. Hein. Voilà, il peut passer 3 fois par semaine pour voir si vraiment c'est respecté. Donc, on est obligé maintenant de respecter le prix. Parce qu'il y a les barèmes, des grossistes et des demi-grossistes. À cette décision s'ajoute l'opération d'affichage des prix dans les boutiques de proximité, entrepris par le Conseil national de lutte contre la vie chère,
pour informer le consommateur sur le juste prix. Il s'agit de faire en sorte que cette mesure puisse réellement toucher les populations. Dans les quartiers, dans les boutiques de proximité, il n'est pas toujours évident de retrouver ces prix plafonnés de manière à ce que ça soit respecté. Or, il se trouve que ces boutiques de proximité sont des lieux d'achat quotidien. En cas de non-conformité entre le prix d'achat et le prix affiché, l'acheteur est invité à dénoncer le commerçant véreux à titre anonyme. Si vous rentrez dans une boutique et si vous voyez qu'il n'y a pas d'affiche ou que le prix annoncé n'est pas respecté, qu'ils appellent immédiatement le 1343, numéro vert gratuit du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. C'est un appel anonyme. Celui qui ne respecte pas donc, les prix plafonnés se met hors la loi. Parce que, encore une fois, les prix plafonnés ont été arrêtés de concert avec les acteurs de chacune des filières. Depuis le début de l'année 2022, le gouvernement a pris 3 mesures de plafonnement des prix. Le Premier ministre Patrick Haché a procédé à l'auditorium de la primature au lancement du guichet unique de développement des PME, un outil pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des acteurs du secteur privé, des banquiers et des partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. Mardoché Kwasi. Ce guichet se veut une holding comprenant 2 entités. L'une chargée de l'encadrement technique en termes de formation des PME et l'autre qui se chargera de faciliter l'accès au financement des PME et des très petites entreprises, TPE. Il devient donc l'opérateur unique au service des PME et TPE qui contribuera à leur accompagnement et à l'optimisation de leur financement afin de créer une nouvelle dynamique économique en Côte d'Ivoire. C'est un allié pour nos entrepreneurs pour apporter des réponses concrètes et innovantes à leurs différents défis, dira le Premier ministre qui procédait au lancement de cet instrument. C'est donc avec le secteur privé que nous célébrons la naissance de cette structure, qui sera l'allié de nos entrepreneurs pour apporter des réponses concrètes et innovantes à leurs enjeux de création, de financement et de croissance. Pour faire d'eux les fers de lance d'une Côte d'Ivoire prospère et solidaire, où les emplois seront nombreux, les revenus croissants et les progrès partagés à tous. L'ensemble des acteurs du monde des affaires, notamment le patronat, le mouvement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, ainsi que les responsables du GUDE PME, ont salué en chœur l'avènement de cet outil et se sont engagés, chacun, en ce qui le concerne, à travailler pour sa pérennisation. Ils répondaient ainsi à l'appel du ministre du Commerce et de l'Industrie à s'approprier cet outil. Le GUDSI est assurément l'outil opérationnel dont le secteur privé en général et l'écosystème des moyennes entreprises en particulier avaient besoin pour accélérer son développement et renforcer sa contribution à la création des richesses et d'emplois. C'est pourquoi je voudrais inviter toutes les parties prenantes nationales ainsi que les partenaires techniques et financiers à s'approprier cet important outil de développement et à en faire un interlocuteur de choix dans la mise en œuvre de leurs différentes activités. De 2016 à 2021, le secteur privé a contribué en moyenne pour 4,7 points à la croissance économique du pays, dont le taux moyen global était de 6,2 points. La plupart des marchés attribués aux PME est passé de 37,7% à fin décembre 2020 à 50,5% à décembre 2021, soit une hausse de 12,8 points, d'où l'importance des PME et donc de ce nouvel outil. Direction le centre-est de la Côte d'Ivoire, autrefois appelée Boucle du Cacao, la région du Moronou fait progressivement sa mue. Après la disparition des champs de cacao, l'EVA se présente comme une alternative pour ces populations. Aujourd'hui, ils sont des milliers dans ce secteur, faisant de ce territoire une nouvelle zone évéicole. Mardoché Kwasi, Kimo Eric. Kwasiya, la quarantaine révolue fait partie des pionniers de la culture de l'EVA dans la région du Moronou. Après une brève aventure à Abidjan, elle a répondu à l'appel du gouvernement à retourner à la terre. Elle a donc décidé de s'engager en 1997 dans l'EVA Culture, malgré les défis qui se présentaient à elle et à tous ceux qui s'y engageaient en son temps. Aujourd'hui, elle emploie dans son exploitation de Tanossou à 5 km de Bongouanou, la capitale du Moronou, 6 personnes et gagne environ 500 000 francs CFA bruts par mois. Première année, j'ai coupé. On a fait couper. Et quand on a fait couper, on a trouvé que
l'EVA n'était pas venu vite. C'est quitté à Dabou. Le temps de nous trouver ici, là, vraiment, on a eu tout de problèmes. L'année suivante, ils ont trouvé une pipinerie, ça à Thiemle-Kro. On a commencé jusqu'à aujourd'hui. Pour ne pas honnir, celui qui a lancé le projet, j'étais obligée de tenir dû. Sinon, en tant que femme, ce n'est pas du tout facile. Une quinzaine d'années après l'engagement de Ya, l'EVA Culture a commencé à s'étendre progressivement dans la région grâce aux résultats de la recherche scientifique, mais aussi au soutien et à l'encadrement de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, interprofession de la filière EVA. Désiré Morouaka, planteur à Onzoué-Kokoré, à une vingtaine de kilomètres de Bongouanou, fait partie de la nouvelle génération de planteurs. Il s'y est engagé depuis 2013 et récolte aujourd'hui les fruits de son investissement. J'ai tenté le cacao, ça n'a pas réussi. Et c'est ça que je me suis lancé dans l'EVA. Dès le début, c'était difficile parce que je n'avais pas assez de moyens. APROMAC m'a payé les 3 quarts des plants et la main-d'œuvre aussi. Mais quand je me suis lancé dedans, ça a commencé à produire vraiment actuellement. Ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai pu scolariser mes enfants tranquillement et puis construire une petite maison. J'encourage mes frères à revenir faire de l'EVA. À Zogo-Kouré, l'EVA, ça a réussi pour tout type de terre. De 2015 à 2021, le nombre de planteurs d'EVA dans le Moronou est passé de 400 à plus de 2600, avec plus de 8000 hectares dont 7000 déjà en production. Des résultats qui ont fait passer cette région du statut de zone marginale à celui de zone évéicole. Un cas réussi de production de l'EVA en dehors des zones traditionnelles, selon les responsables de l'APROMAC. Il y a eu des activités, des travaux de recherche qui ont donné des résultats quant à savoir comment planter l'EVA culture dans l'ancienne boucle de cacao de manière rentable. Ensuite, il y a eu des projets de développement qui permettaient aux planteurs de la zone d'avoir accès à des pépiniéristes dans la région qui leur proposaient des plans améliorés. À partir de ces plans améliorés-là, les plantations dans le Moronou ont pu être créées avec l'accompagnement technique de l'APROMAC. Dans cette progression de l'EVA culture, de nombreux défis restent à relever. Il s'agit notamment des difficultés d'accès aux plantations qui rendent difficile le transport du caoutchouc hors des champs, mais aussi le taux très faible de femmes planteurs, qui s'élève aujourd'hui à seulement 8%. Des défis que l'APROMAC s'attelle à relever à travers la réfection des voies d'accès aux plantations et la mise en place depuis 2021 d'une subvention spéciale pour les femmes planteurs d'EVA pour encourager la gente féminine à s'engager dans cette activité. Retour à Abidjan, en ces périodes de fête, période de grande consommation alimentaire, la vigilance est de mise pour s'assurer de la bonne santé des bovins ou encore des volailles qui seront consommées durant ces fêtes. Ce lundi, la direction des services vétérinaires a organisé une opération de contrôle dans l'un des plus grands centres commerciaux de la capitale économique et c'est en présence de Nadjaïdja et Kimo Eric. Après le contrôle effectué la semaine dernière sur les sites de production de ressources animales, c'est à la chaîne de distribution que s'attaque la mission de contrôle de la direction des services vétérinaires. Première étape de cette nouvelle opération, ce centre commercial à Marcory. Les différentes sources de contamination que sont le milieu de vente du produit, la main-d'œuvre, la température de conservation, l'origine, les méthodes de conservation et le matériel utilisé ont tous été passés à l'inspection. Alors quand on instruit un dysfonctionnement, ça dépend du niveau de dysfonctionnement. Ça peut être un défaut mineur. Donc on fait des recommandations à la structure. Ça peut être un défaut majeur. Donc on retire ces denrées-là du point de vente pour ne pas que le consommateur soit exposé à ces dangers-là. Ou ça peut être un défaut critique. Et quand c'est critique, on peut même aller jusqu'à la fermeture temporaire ou provisoire de l'établissement, du rayon ou de la saisie totale de tous les denrées qui sont dans les rayons pour destruction éventuelle. Une démarche que comprennent les responsables du centre qui assurent avoir pris les dispositions idoines pour des produits de qualité. C'est une action que nous pérennisons au quotidien dans nos magasins. Nous avons des cahiers de suivi de température, des process qui sont vraiment propres à la grande distribution, tant bien sur la traçabilité des produits, la fraîcheur des produits, la température des meubles froids, etc. Mais c'est quelque chose qui est fait de manière quotidienne. Cette opération de renforcement du contrôle sanitaire de la chaîne alimentaire dans le circuit d'approvisionnement et de distribution va se poursuivre sur toute la période des fêtes.
Dans l'actualité politique, les municipales se préparent activement au sein du RHDP. Ce lundi, les cadres du parti se sont réunis afin de décider du mode de désignation des candidats. Il en ressort que la liste des candidats sera dévoilée avant la fin janvier 2023 et notamment que le parti présidentiel ne souhaite pas d'indépendants issus de ses rangs. Le point avec Salif Yalekoué et Mathieu Rambadé. Le directoire du RHDP, Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, a organisé une grande réunion d'information sur le mode de désignation de ces candidats pour les futures élections locales, notamment les conseils régionaux et municipaux. Pour le RHDP, le choix des candidats doit permettre de renforcer son leadership sur l'échiquier politique ivoirien. Le président a instruit le directoire d'anticiper et de préparer avec minutie toutes les échéances politiques pour nous permettre d'aller au-delà de nos acquis et préparer l'avenir. Les élections locales à venir doivent confirmer l'ancrage territorial de notre grand parti. Le processus de sélection des candidats du parti aux prochaines élections est une première dans la vie de notre parti. Elle est engagée dans le cadre donc, de la réforme et qui obéit à 4 principes généraux. Il s'agit, premièrement, de la transparence, pour ne pas dire de la translucidité dans le choix des candidats, de la cohésion, de la discipline et de la solidarité. À l'issue des arbitrages, la liste des candidats retenus sera disponible au plus tard le lundi 23 janvier 2023. Et puis, c'est un fait insolite qui s'est produit à Guibobli, un village de la sous-préfecture de Doké, département de Bleu-le-Quin, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un chimpanzé sorti de la forêt sacrée du village a enlevé un enfant de 3 ans avant de disparaître avec lui dans la forêt. Mais plus de peur que de mal, l'enfant a eu la vie sauve grâce à une battue organisée par les villageois. Le récit de Pierre Dipomela. Centre de santé de Guibobli, dans le département de Bleu-le-Quin. Le petit Riebi Fidèle, 3 ans, y est dépêché après son enlèvement par un chimpanzé. Le môme a passé un quart d'heure de martyr, trimballé dans la cour familiale où il jouait, jusqu'au milieu de la forêt sacrée. Il aura la vie sauve grâce au voisin qui a pris le primate en chasse. Mais l'infortuné a déjà un doigt broyé, 2 orteils arrachés et de profondes blessures. J'étais à la maison, j'attendais les gens, ils sont en train de les pleurer. Maintenant, je suis pris pour partir, ils sont en train de pleurer, les enfants ou les mamans, tous sont en train de pleurer. Bon, je suis arrivé, ils ont dit que c'est Gouri qui a pris l'enfant. Maintenant, j'ai commencé à rentrer. Sans rentrer à quelques kilomètres seulement, j'ai commencé à vivre sans verser. Comme j'ai vu sans verser, je suis rentré. Maintenant, moi aussi, j'ai commencé à crier la manière que Gorille crie là. Moi aussi, j'ai crié comme ça. Gorille crie, moi aussi, j'ai crié. Moi aussi, j'ai crié. La manière que moi, j'ai crié là, c'est dépassé pour les gorilles là même. Parce que j'ai déjà vu ça là même là, mon cœur même là. Donc, je ne sais même pas où même je suis trouvé même. Et puis, je suis couru derrière lui. Comme j'allais approcher maintenant, il sait que Gorille là, la force maintenant, il a laissé l'enfant là pour rentrer en bouche. Au moment où elle était en train de mettre les habits au soleil, c'est là que le chimpanzé est sorti de la forêt. Parce que les maisons à 0 mètre même de la forêt. Voilà pourquoi nous avons déjà entrepris les démarches pour que l'État nous vienne en aide pour protéger les espèces qui sont dedans et la forêt. Puisqu'on ne cultive pas dedans, on ne chasse pas dedans, on ne sait pas ce qu'il faut faire de ces animaux. Et toutes les forêts sont parties. Voilà pourquoi tous les animaux, sauf éléphants, qui n'est pas dans cette forêt, et puis panthères, sinon tous les restes, les buffles, tout, ils sont dedans. La forêt s'étend sur 22 hectares, quelque chose comme ça. L'agent de santé du village lui a administré les soins et l'enfant est désormais hors de danger. On a reçu cet enfant autour de 13 heures dans un état vraiment pas possible. Il avait, c'est les voisins qui l'ont envoyé en urgence. À ce moment, j'étais en train de consulter. Les voisins qui l'ont envoyé en urgence. On a constaté que le doigt, surtout le pouce, était arraché, complètement arraché, avec l'orteil qui était presque arraché également. Depuis 72 heures, il est en soins ici. À en croire les commentaires dans le village, cet enlèvement du petit Riebi Fidèle, qui a été conduit dans la forêt sacrée du village, aurait des explications mystiques.
En tout état de cause, le chef du village appelle à l'aide pour la protection des habitants du village. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant. Focus, faits divers, bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.